Salut les sportifs connectés et salut Hermano, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast des sportifs connectés. Salut Greg, salut à toutes et à tous. Alors Hermano, je te propose aujourd'hui d'aborder une thématique qu'on aurait très bien pu aborder pour le tout premier épisode de notre podcast. Et puis aujourd'hui, on va aborder la question qui revient de manière récurrente dans la boîte mail de nakan.ch, dans les réseaux sociaux et même parfois aussi au travers du podcast. Quelle est la montre de sport, la montre cardio GPS que je dois choisir ? Et tu proposes, et si j'ai pas envie, comment on fait ? Eh ben aujourd'hui, on va parler de ce sujet, que ça te plaise ou non, mais quelque chose me dit que tu étais quand même pas contre l'idée qu'on aborde cette thématique-là. Non, je suis pas contre du tout et je voulais juste te charrier un peu en ces beaux jours estivaux où je dois bien dire, il faut le noter, nous sommes un des rares podcasts sportifs à continuer pendant l'été. Ah oui, c'est vrai, nous on n'a pas fait de pause cet été. Par contre, juste avant d'enregistrer cet épisode, on parlait un petit peu du débriefing qu'on allait faire pendant la pause hivernale. Donc on a prévu de faire une petite pause pendant les fêtes entre Noël et Nouvel An. Mais c'est vrai que cet été, on est fidèle au poste. Alors c'est peut-être plus facile de continuer à fournir un épisode toutes les 2 semaines que si on fournit un épisode quotidien. Mais bon, on est là et puis c'est une certaine fierté aussi d'être là dans la continuité. Et puis une certaine aussi rigueur helvétique d'avoir tous les mercredis où il y a un podcast qui est prévu à 16h, d'avoir cet épisode qui est en ligne. Ouais, et pour ça, je suis bien content de t'avoir trouvé, Greg. Tu nous mets la rigueur helvétique, comme tu dis, c'est réglé, c'est carré, c'est parfait. Et en parlant de choses qui sont réglées et carrées, je continue à inviter nos auditeurs qui nous apprécient ou pas à venir nous mettre des commentaires sur les plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux, nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez même poser des questions ou nous faire des remarques via WhatsApp. Vous allez sur podcast.nakan.ch et tout y est expliqué. Exactement. Donc nous, on est friands de retours, de commentaires, d'axes d'amélioration ou bien alors même de propositions de thématiques. Ou si il y a des auditeurs qui se sentent l'âme d'être des consultants ou des experts dans un futur épisode du podcast sur une thématique en particulier, qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Nous, on sera très contents de les accueillir sur le podcast pour discuter de la thématique en question, si évidemment elle est dans le cadre de la thématique des sportifs connectés qui, vous l'avez compris, depuis le début de cette saison 1, est quand même assez large, hein. Ouais, large et aussi bien connecté que endurance. Bon, allez, soit dit en passant, on va peut-être se concentrer sur le sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est comment choisir sa montre GPS. Voilà, et en fait, la problématique de base, c'est quand même qu'il y a énormément de lecteurs de nakan.ch ou d'auditeurs du podcast qui nous envoient des messages ou qui m'envoient des messages en disant voilà, je vais me mettre au sport ou alors je suis sportif, quelle montre est-ce que je dois choisir ? Et alors, il y a des bons élèves, des gens qui décrivent en détail les besoins qu'ils ont, mais il y a quand même beaucoup de gens qui viennent et qui disent maintenant, aujourd'hui, quelle est la meilleure montre du marché parce que je veux me remettre au sport, point d'interrogation. Et puis à moi de composer une disserte derrière pour répondre à cette question qui est largement ouverte. Et puis alors j'aime bien utiliser la métaphore du type qui rentre dans la concession de voiture d'une marque très généraliste de voitures et puis qui demande au vendeur « Oui bonjour, j'ai besoin d'une voiture, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et puis là dans le showroom, il y a de la petite voiture citadine 2 places jusqu'à l'énorme pick-up ou l'utilitaire de chantier en passant par le SUV ou le monospace. Et puis là, le vendeur va être un petit peu interloqué, il va demander des informations à la personne qui est en face de lui. Quelle est votre situation familiale ? Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous devez transporter beaucoup de choses ? Est-ce que vous faites beaucoup de trajets professionnels, personnels ? Est-ce que vous faites de la ville, de l'autoroute ? Est-ce que vous avez une préférence sur le carburant que vous voulez utiliser ? Ou alors, est-ce que vous avez un budget qui est défini ? Parce que je ne vais pas forcément vous proposer le même véhicule. Si vous me dites que votre budget il est de 15 ou 18 000 francs ou euros par rapport à un budget qui est au-delà des 100 000. Donc voilà, il va poser naturellement cette question avant de faire une recommandation. Et donc moi, ça va être pareil pour les montres de sport. La personne qui vient vers moi puis qui me dit « Maintenant, j'ai une montre de sport, je dois choisir laquelle ?» La gamme, elle s'étend de la petite montre qui fait que le profil de course à pied avec un GPS basique jusqu'à des montres multisports ultra haut de gamme avec toute une multitude de fonctionnalités qui vont permettre d'analyser des profils de ski alpin jusqu'au stand-up paddle en passant par le triathlon, le swimrun de manière automatique. Enfin bref, il existe une multitude de montres sur le marché et moi j'ai besoin d'input
pour pouvoir recommander des montres à ces gens. Et donc, la moralité de l'histoire, c'est avant de venir vers toi pour te demander quel est ton conseil en termes de montre, peut-être de faire un premier bilan ou une auto-analyse pour savoir quels sont nos besoins. Est-ce que je suis coureur? Est-ce que je suis cycliste? Est-ce que je suis triathlète? Est-ce que je suis swimrunner? Est-ce que je pratique 3 fois par semaine? Est-ce que je pratique 1 fois? Est-ce que je pratique 10 fois par semaine? Donc il va falloir se poser toutes ces questions, nous déjà, peut-être écrire ça sur un petit bullet journal, c'est très à la mode en ce moment, et puis et après venir vers toi ou vers d'autres pour confronter les idées et avoir une réponse adéquate, c'est ça? Exactement. Alors, moi, je réponds volontiers à ce genre de questions, mais évidemment, plus les données sont précises à l'arrivée du message, plus moi, je vais pouvoir donner une recommandation qui est aussi optimisée par rapport à l'utilisation de la personne. Donc, il y a effectivement un travail, une analyse à faire du marché, des fonctionnalités dont on a envie, dont on a besoin, avant de faire son choix. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de sportifs qui ont choisi leur montre de manière, alors soit désintéressés parce qu'ils s'en foutent, de la technologie, et puis eux il leur faut juste une montre GPS qui leur donne des infos de base, et puis ça en général, quelle que soit la montre qu'ils choisissent, elle leur fournit les informations qu'il leur faut, donc ils s'en fichent. Ou alors, la décision, elle est faite sur un coup de cœur, ou alors en magasin par rapport à une montre qu'ils voient, et tiens, j'ai envie de celle-ci. Et puis, en fait, de retour à la maison, ils arrivent sur les tests en ligne, et puis ils se rendent compte qu'en fait, la montre qu'ils ont achetée, elle fait pas ci, mais c'est le modèle d'à côté qui faisait la cartographie, ou alors elle fait pas la mesure du multisport, alors que le mec, il avait envie de se mettre au triathlon, et voilà, ça donne des éléments de frustration. Donc je pense que c'est important quand même de consacrer un petit peu de temps et d'énergie à analyser un petit peu ce qui se passe, analyser surtout les besoins que nous on a pour choisir une montre qui va quand même nous accompagner en général pendant 3-4 saisons, et puis au cours de tous ces entraînements, voire au quotidien 24 heures sur 24. Donc c'est quand même un choix important. Ok, alors moi je te renverrai ton analyse, ta métaphore de l'achat du véhicule. On parle de quelqu'un qui a des besoins, par exemple un père de famille qui va aller s'acheter une voiture, il va savoir aller vers le vendeur, le concessionnaire, et lui dire voilà, j'ai besoin d'une voiture, je sais pas laquelle, mais mon besoin c'est j'ai 2 enfants à transporter, on fait 100 000 km par an, donc j'ai besoin de quelque chose de robuste, plutôt avec un carburant pas trop cher, donc même s'il est relativement décrié en ce moment, partons sur du diesel par exemple, et du coup, qu'est-ce que vous me conseillez ? Ça, j'ai envie de dire, c'est assez facile pour quelqu'un qui est déjà dans la vie active, qui a déjà eu une première expérience avec un véhicule, ou qui se dit, bah ouais, j'avais une petite Polo, maintenant j'ai des enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais pour un néo-sportif, quelqu'un qui rentre dans le milieu du sport, qui a jamais fait de sport de sa vie, ou alors qui en a fait entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire à la sensation, au plaisir, mais qui n'a jamais été confronté à une montre de sport. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des astuces, des petites choses à lui demander, donc peut-être pas orienter son choix, mais orienter ses questions, faire son bilan avec lui pour pouvoir l'aider à choisir. Quelqu'un qui n'a jamais couru, il sait peut-être pas à quoi va lui servir une montre GPS. Est-ce qu'il va préférer une montre qui donne l'allure, une montre qui donne le kilomètre, la vitesse? Bien que je sache, je renvoie sur des épisodes que l'on a déjà fait, qu'on puisse afficher l'un ou l'autre, voire même les deux. Ouais, en gros, pour quelqu'un qui arrive dans le milieu du sport et qui se dit je vais faire comme tout le monde, je vais m'acheter une montre, quel conseil tu donnes? Parce que lui, il sait pas faire son auto-bilan. Exactement. Alors pour ça, et en fait ça fait déjà quelques années que je recevais ce nombre de messages qui me demandaient finalement tu testes 4 montres par mois, tu fais ci, tu fais ça, mais au final laquelle tu recommandes? Et moi la recommandation, comme je l'ai déjà dit, elle était personnalisée par rapport aux besoins des gens. Alors si la personne en question ne sait pas quels sont ses besoins, peut-être je vais faire du triathlon, mais je suis pas sûr que je vais aimer, mais en tout cas je fais de la course à pied, etc. Surtout s'il connaît pas le marché de la montre GPS et qu'il ne sait pas tout ce qu'il est possible de faire, alors il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'il se tape les 15 derniers tests de montres que j'ai fait sur le site, et puis là, il a une bonne idée de l'état actuel du marché sur les 2 ans passés. Ou alors la deuxième chose, et ça en fait je l'ai créé, j'en suis assez fier d'ailleurs, je l'ai créé de toutes pièces moi-même dans mes heures perdues de développement, c'est le comparateur de Nakan.ch, et là-dessus en fait il y a un outil qui s'appelle Cherche ma montre, et en gros tu arrives sur un formulaire où tu as des petits
tu as des petites jauges à glisser en fonction de l'intérêt que tu as pour les fonctions qui sont présentes sur une montre. Donc en gros, il y a je sais pas, une quinzaine de critères sur une montre de sport type qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Est-ce que j'ai besoin de l'allure en course à pied? Est-ce que j'ai besoin d'un profil de cyclisme? Est-ce que j'ai fait du triathlon? Est-ce que ma montre, elle doit être étanche? Est-ce qu'elle doit avoir une autonomie de plus de 8 heures parce que je fais des courses longues, etc., etc. Et puis là, je fais glisser mes petits curseurs entre 0 et 10. Par exemple, la fonctionnalité, je veux mettre des capteurs externes de puissance sur mon vélo. Est-ce que ça m'intéresse beaucoup? Alors là, je vais mettre le curseur à 10. Ça m'intéresse moyennement parce que je suis pas sûr que je vais en acheter un. Je vais mettre le curseur à 5, etc. Puis au fur et à mesure que je remplis mes critères, je clique sur rechercher. Là, ça recherche dans la base de données de toutes les montres que j'ai testées par le passé. On peut aussi filtrer sur les montres qui sont sorties à 2 ans ou moins, ou alors les montres qui sont actuellement à des prix intéressants. Et puis ça ressort les montres qui correspondent le mieux aux critères qu'on a remplis sur ce formulaire. Donc ça, c'est pas un outil définitif qui va nous donner la montre ultime qu'on va choisir, mais ça va déjà faire une première sélection où on va voir 3-4 modèles de montres qui peuvent correspondre aux besoins qu'on a sans qu'on ait vraiment une grande connaissance du marché. Ouais, mais et je reviens sur ma question. Quelqu'un qui rentre dans la vie active, qui se dit j'ai besoin d'une voiture, il se dit peut-être j'aurai peut-être des enfants un jour, donc je vais prendre une grosse voiture tout de suite. Mais finalement, la grosse voiture qu'il va acheter tout de suite dans 3 ans, elle sera peut-être plus une si grosse voiture ou elle va mal vieillir. Et puis, s'il avait su, là, on aurait acheté une plus petite d'abord. Après, moi, je peux pas savoir non plus en tant que sportif débutant quand je me mets à la course à pied mais que je fume encore un paquet de clopes par jour, que 3 ans après, je serai un grand triathlète qui va affronter les distances Ironman. Donc à ce moment-là, j'achète une montre qui convient à mon utilisation sur ce moment. Et puis, en fonction des aléas de la vie, tout comme ma voiture a changé au fil du temps, ma montre, elle va changer aussi. Donc faire aussi sa recherche sur les aspirations et sur les besoins qu'on a à un moment précis, et puis pourquoi pas revendre sa montre d'occasion à quelqu'un qui fait moins de sport que nous après une année et demie, et puis choisir le modèle un peu plus perfectionné ensuite. Une voiture, on la garde quand même un certain temps. Alors je sais que maintenant il y a certaines personnes qui prennent ça en leasing et pour lesquelles c'est presque autant des consommables, voire plus, qu'une montre de sport ou un smartphone, mais une montre de sport reste quand même plus rapidement changeable et obsolète qu'une voiture. Donc on peut imaginer que 2 ans après avoir investi dans une montre d'entrée de gamme pour la course à pied, on peut passer au modèle supérieur parce que elle a fait son temps, quoi. Ah mince, je voulais te mettre en difficulté, j'ai même pas réussi. Mais on sent quand même que les Suisses, quand ils parlent de montres, ça vient du cœur, hein. Ouais, là on parle pas vraiment des montres qui représentent fièrement mon pays non plus, hein. Non, mais ça reste un terme qui vous est cher. Bon, bref. Donc, bah oui, hein, à partir du moment où ça s'accroche au poignet puis que ça vaut plus de 500 balles, ça intéresse un Suisse, quoi. Bon, c'est un peu quand même, c'est un peu limitant là pour le choix de nos auditeurs. Ils ont peut-être pas tous 500 € à mettre dans une montre de sport. Mais il y en a qui coûtent clairement moins cher que ça. Alors après, il faut pas non plus demander le beurre, l'argent du beurre et la crémière, parce que il y a des gens qui viennent vers moi et puis qui me disent écoute, j'ai un budget max 200 €, qu'est-ce que tu me conseilles? Je donne les montres qui avec quelques petits compromis rentrent dans les critères qu'ils m'ont donné. Et puis je suis un peu déçu, tu m'as pas proposé la Fenix 5 Plus de Garmin avec écran saphir. Je dis bah voilà, alors là le budget il va quand même falloir le voir un tout petit peu à la hausse, parce que même si le prix commence à baisser parce que on entend parler de la suivante, parce qu'il y a tel modèle qui est sorti, etc. C'est quand même pas des montres qui coûtent 700, 800 € qui vont tout d'un coup baisser à 200 parce que voilà, il y a le nouveau modèle qui sort. Ça reste des montres haut de gamme, même si c'est la génération précédente, elle baisse pas de prix de manière drastique. Donc il faut aussi avoir une certaine réalité par rapport au prix, mais on trouve clairement des montres à partir alors en dessous de 100 €, c'est quand même compliqué, hein. 100 francs ou 100 €, c'est vraiment de la montre extrêmement d'entrée de gamme. On en trouve, mais là il faut pas s'attendre à des miracles. Mais entre 100 et 200, que ce soit des euros ou des francs suisses, maintenant qu'on enregistre cet épisode, le franc suisse est quasiment à parité avec l'euro. Mais en gros, voilà, entre 100 et 200, on a une montre qui est clairement capable de suivre un entraînement de course à pied, qui est un bon outil pour analyser les basiques sur un vélo, et puis qui permet d'enregistrer une activité au fitness, en salle, etc. avec la mesure de la fréquence cardiaque. Oui, donc c'est un bon compromis d'entrée de gamme.
Voilà, pour un sportif occasionnel ou alors quelqu'un qui pratique qu'une seule discipline comme la course à pied, qui s'entraîne de temps en temps au fit, ça peut être quelque chose de tout à fait utilisable. Et puis c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on voit que les montres d'entrée de gamme commencent à avoir un look qui est aussi intéressant à porter au quotidien. Il y a encore quelques années, on voyait des montres qui étaient franchement moches et qu'on n'avait pas envie de porter quand il s'agissait de montres GPS à 200 balles. Aujourd'hui, la dernière Garmin que j'ai testé dans ce trend-là a vraiment un look qui te permet de la porter au quotidien sans vraiment détonner. C'est vrai que quand on prend la M200 de Polar qui est sortie il y a déjà quelques années, ça fait vraiment la montre Playmobil à mettre au poignet. Pendant le sport, ça passe, mais... Ouais, quand tu la portais au day-to-day, pour aller te balader, c'était vraiment parce que tu voulais être reconnu par la communauté des sportifs. Ouais, c'est ça, exactement. Et encore, les vrais sportifs te regardaient avec un œil de coin. Ouais, exact. Mais du coup, tout à l'heure, tu disais que si on veut rentrer dans le sport et donc si on n'est pas encore tout à fait clair sur ce qu'on voudrait, enfin sur les aspirations qu'on pourrait avoir, tu conseilles justement de tester avec une montre entrée de gamme, quitte à la changer d'ici 1 an ou 2. Mais il me semble qu'on a fait un épisode, le 2e si je ne m'abuse, qui parlait de l'obsolescence programmée. Donc ça serait un peu un cadeau empoisonné de revendre sa montre après 1 an ou 2 à un copain. Ben non, justement, on en parlait dans cet épisode, tu fais bien de le souligner, mais dans cet épisode, on disait que la plupart des marques assurent quand même un suivi technique de ces montres pour minimum 4 ans. Donc si après 2 ans, je revends ma montre d'occasion à la moitié du prix auquel je l'ai achetée, ça peut être une bonne occasion pour un sportif qui débute, sachant qu'il aura encore du support au niveau des mises à jour logicielles sur sa montre pendant en tout cas 2 ans, ça dépend des marques, mais en général c'est à peu près ça. Et puis la plateforme devrait continuer à la supporter pour au moins le même nombre d'années. Donc là, on ne devrait pas avoir de problème sur un cycle de vie de 4-5 ans. Il y a eu des cas particuliers dans lesquels on a abondamment discuté dans cet épisode-là, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai plus vraiment d'exemples comme celui-là en tête sur les montres qui sortent maintenant. Si j'achète une montre qui est mise sur le marché depuis le début de cette année 2019, je ne vois pas de problématique sur les 4 prochaines années à l'utiliser au niveau de la compatibilité du logiciel et des plateformes. Ouais, après, les plateformes, on en a aussi longuement parlé. La question se pose plutôt sur où vont nos données et qu'est-ce que les plateformes en font. Voilà, exactement. Donc on en a parlé avec Nicolas Vernaz dans l'épisode sur la confidentialité des données. On peut renvoyer nos auditeurs sur cet épisode directement pour réécouter cette discussion qu'on a eue qui était très intéressante sur l'application de RGPD et puis des plateformes de sport en ligne, parce qu'on le rappelle, aujourd'hui il n'y a plus aucune montre de sport connectée qui est dissociée de la plateforme en ligne. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment aussi souligner et que je fais en général l'effort de souligner aux gens qui me demandent de choisir une montre. Vous choisissez une montre, donc du matériel, vraiment le truc que vous aurez au poignet, mais de manière extrêmement liée. Vous choisissez aussi une plateforme d'analyse. Si je choisis une montre Garmin, je fais intrinsèquement le choix de Garmin Connect comme ma plateforme d'analyse sportive. De même que si je choisis une Polar, aujourd'hui c'est Polar Flow qui va devenir ma plateforme standard d'analyse. Et puis si je choisis une Suunto, ce sera l'environnement Suunto App, donc le nouvel environnement de Suunto avec Sports Tracker qui est derrière, parce que on le rappelle, Suunto abandonne son ancienne plateforme MoveScount d'ici la fin de cette année 2019. Donc choisir une montre, c'est aussi choisir une plateforme. Et faire un tour sur ces plateformes, créer un compte gratuit, ce qui est possible sur toutes ces plateformes, même sans posséder de montre de la marque, eh bien, ça permet déjà d'avoir en un coup d'œil le fonctionnement de l'application mobile, d'avoir en un coup d'œil un petit peu ce qui est offert comme analyse, comme possibilité, et puis de se faire déjà un overview de la plateforme et de l'application qu'on utilisera à l'avenir avec sa montre. Ouais, mais malgré tout, d'ailleurs, c'est une chose qu'on n'a pas encore abordée. Il y a aussi toutes les plateformes qui s'indiquent toutes ces marques, toute cette plateforme de marques, je sais pas, je pense par exemple à Training Peaks, à Strava, à Endomondo, qui sont des plateformes finalement qui agrègent les données des différentes marques, et pour autant que je sache, c'est ce que tu utilises toi, puisque t'es pas attaché à une plateforme d'une marque en particulier, vu que tu testes plusieurs marques, et donc toi tu remontes toutes tes données dans une de ces plateformes-là.
Exact. Moi, je remonte tout dans Training Peaks parce que c'est là que je consolide tous mes entraînements. Aujourd'hui, je suis allé m'entraîner juste avant d'enregistrer ce podcast avec une Polar Vantage. Hier, j'ai fait un entraînement avec la montre Suunto que je suis en train de tester actuellement. Donc, si je veux faire une analyse sur ma semaine d'entraînement à la fin de la semaine et que je me suis entraîné avec 3 marques différentes, eh bien, forcément, j'aurai de la peine à le faire si je dois consolider mes données et dans Polar Flow et dans Suunto App et chez Garmin parce que j'ai fait un entraînement avec un compteur cycliste de chez eux. Donc c'est vrai que j'envoie toutes mes données d'entraînement dans Training Peaks et c'est cette plateforme-là qui me permet de vraiment faire mon suivi et en plus c'est vraiment une plateforme spécialisée pour ça. Maintenant je pense que la grande majorité des utilisateurs, et je pense qu'il n'y en a que 10 ou 20% peut-être, qui utilisent une plateforme additionnelle pour vraiment consolider leurs données, mais tout le reste des utilisateurs va utiliser la plateforme par défaut pour analyser ses entraînements. Donc c'est quand même important d'avoir une plateforme avec laquelle on est à l'aise et puis qu'on apprécie. Ouais. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Ah oui, exactement, les goûts et les couleurs. Ouais. Mais il y a aussi les goûts et les couleurs pour la montre en question, hein, parce que à des niveaux fonctionnels extrêmement proches, il y a des gens qui sont attachés à une marque, par exemple, ou il y a des gens qui sont attachés à un certain design. Maintenant, on trouve de moins en moins de montres à écran carré. Il y en a qui étaient très attachés à ça. On trouve quasiment plus que des écrans ronds. Donc voilà, il y a des gens qui me demandent, mais quand est-ce que telle marque va sortir enfin une montre à écran carré, ou alors quand est-ce que telle marque va sortir une montre avec un écran plus petit, plus fin, parce que j'ai un poignet tout petit. Donc la forme de la montre, au-delà même des fonctionnalités, est aussi importante. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir une grande diversité sur le marché. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des différentes montres, est-ce qu'on ne ferait pas un tour d'horizon assez large pour que notre podcast reste evergreen, des gammes de fabricants, des gammes de montres actuelles? Alors, on a quand même, je dirais, 4 fabricants importants de montres connectées. Je pense que c'est aussi les plus grands vendeurs. Je vais sortir Fitbit de cette comparatif parce que Fitbit, pour moi, ça va pas assez loin dans la pratique sportive telle qu'on l'entend dans ce podcast. C'est-à-dire que ça va aller très bien pour aller faire un petit peu de cardio à la gym. Mais par contre, dès qu'on veut se mettre à faire de la course à pied de manière un petit peu sérieuse ou analyser finement ses données, ou qu'on veut commencer à grimper sur un vélo avec quelques capteurs intéressants, ça va très très vite devenir limitatif chez Fitbit. Mais sinon, on a des fabricants qui sont... Alors, le leader incontestable, c'est Garmin. Voilà, eux vraiment ils vendent des montres à l'appel. On connaît la série Fenix qui est vraiment leur best-seller, qui est la montre multisport haut de gamme de référence du marché. C'est-à-dire que quand tu sors une montre haut de gamme dans le segment du sport, du multisport, de toute façon, peu importe comment tu t'appelles, peu importe comment elle est ta montre, elle sera comparée à la série Fenix de chez Garmin. Parce que c'est la référence absolue du marché. C'est-à-dire que c'est une montre qui est haut de gamme, qui est d'un panel de fonctionnalités le plus large qu'on trouve actuellement sur le marché. Garmin, au moment où on enregistre ce podcast, c'est les seuls à intégrer la cartographie de manière efficace sur une montre en mode hors ligne. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de trimballer ton smartphone pour avoir une connexion Internet, pour avoir une espèce de pseudo Google Maps sur un Wear OS qui va t'offrir une ergonomie qui sera au mieux très difficilement utilisable. Mais Garmin, ils ont vraiment intégré ça. C'est les seuls à proposer aujourd'hui de la musique avec des plateformes en ligne connectées que tu peux choisir en fait librement. Donc avec Connect IQ, je vais pouvoir écouter le podcast de nakan.ch par Spotify, je vais pouvoir écouter mes playlists par Deezer et puis je vais pouvoir encore gérer ma musique depuis d'autres plateformes connectées qu'on trouvera sur Connect IQ à l'avenir. Et je précise quand même que le podcast de Nakan est aussi sur Deezer. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Je sais qu'on a eu du mal à le faire valider sur Deezer. Il est présent maintenant ? Ouais, il est présent. Il faut que je remette le lien sur le site, mais il est présent sur... je crois qu'on a bien bossé là-dessus. On est présent sur quasiment toutes les plateformes de podcast qui existent. Oui, je crois qu'on est vraiment irréprochable à ce niveau. En tout cas, s'il y a un auditeur qui nous dit « Ouais, votre podcast, il est cool, mais on le trouve nulle part », c'est vraiment de la mauvaise foi. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu disais effectivement Garmin sont les seuls à proposer ça. Voilà, et sur la série Fenix, on retrouve vraiment toutes ces fonctionnalités-là. Donc voilà, au niveau
purement niveau fonctionnel, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Maintenant, le côté un petit peu dérangeant de chez Garmin, c'est le fait de vouloir mettre de la fonctionnalité à tout va, de rajouter tout le temps de la fonctionnalité. Et puis, au bout d'un moment, plutôt que de rajouter la énième fonction qui sera utile à relativement peu de monde, il conviendrait de stabiliser un petit peu le logiciel, de faire quelque chose qui marche correctement, plutôt que de vouloir sans arrêt rajouter de la fonction. C'est un peu leur côté négatif. Maintenant, Garmin, ça fait, je crois, 6 mois ou une année que leur live track ne fonctionne plus correctement. Mais voilà, on a beau leur dire, leur redire, leur redire, malheureusement, ils n'ont rien fait sur cette fonctionnalité. Donc, c'est un petit peu le côté dérangeant chez Garmin, c'est-à-dire que la stabilité du logiciel et de l'environnement n'est pas toujours top. T'es sûr, si, ils se sont alliés avec Strava pour qu'on prenne un abonnement premium sur Strava et que le live track beacon de Strava fonctionne bien mieux que celui de Garmin. Ouais, alors après, ce qu'il y a derrière, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas que cette fonctionnalité, il y a aussi des trucs dérangeants dans les derniers firmware, des montres que j'ai testées, la natation en eau libre, c'est devenu une catastrophe, enfin bref, voilà, il y a plein de petits problèmes, de petits soucis techniques qui entachent quand même un petit peu la réputation du plus grand vendeur de montres sportives au monde. Derrière ça, on a 2 entreprises européennes qui sont Polar et Suunto. Alors, on va les traiter un petit peu ensemble parce que chez Polar et Suunto, il y a la même vision, la même philosophie, c'est d'offrir des montres qui sont vraiment très axées sur la mesure du sport. On va pas mettre de musique, on va pas mettre de cartographie, on va pas mettre de paiement sans contact, on va pas mettre de calendrier, de rappel d'événements. D'ailleurs, dedans. le paiement sans contact sur les Garmin, qu'est-ce que c'est bien! Je sais que tu es un utilisateur convaincu de cette fonctionnalité. Et ben voilà, pas de ça chez Suunto, pas de ça chez Polar. On se concentre vraiment sur l'aspect sportif. Et je le rappelais encore dans le test de la Polar Ignite de chez Polar, où ils ont rajouté des fonctionnalités de mesure de récupération pendant la nuit en faisant une estimation de la récupération du système nerveux autonome. Et cette fonctionnalité-là, je suis sûr que si c'est Garmin qui l'avait implémenté, il te mettrait le score dans un rapport quelque part et puis fini. Mais Polar, ils ont été plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont intégré cette récupération à leur outil de coaching et en fait, l'entraînement qui va te proposer automatiquement le lendemain, il va prendre non seulement en compte ton historique d'entraînement et ton niveau, mais il va également prendre en compte la qualité de ta récupération dans ta nuit de sommeil précédent pour savoir s'il peut te mettre une grosse charge ou pas le jour en question. Donc voilà, c'est vraiment ce petit travail d'intégration de la donnée qui la rend vraiment utilisable par l'utilisateur et c'est un petit peu la vision que j'ai des Finlandais, de chez Suunto et de chez Polar, c'est moins de fonctions, moins de données, moins de métriques, mais par contre des données qui sont exploitables et utiles vraiment dans un monde concret pour l'entraînement sportif. Polar, il croit à des données qui sont plutôt rationnelles. C'est les premiers à avoir intégré la donnée de puissance mesurée uniquement au poignet avec la Vantage V. Donc voilà, ils ont vraiment des implémentations concrètes de ces données de technologie. Ils ont des montres qui se déclinent sur moins de modèles, moins de gamme, parce qu'ils ont moins de capacité de développement de nouveaux modèles, etc. Mais par contre, voilà, ils ont une philosophie qui me plaît aussi. J'aime bien, en tant que technophile, découvrir tout le temps les petites nouveautés qu'il y a chez Garmin. C'est vrai que c'est toujours assez intéressant et assez excitant de voir ce qu'on va pouvoir tester de nouveau. Mais j'aime aussi cette vision long terme et vraiment utile de la donnée d'entraînement de chez Suunto et de chez Polar. Et c'est pour ça que quand je commence des phases d'entraînement long terme sur des objectifs précis, eh ben, je vais avoir tendance à poser ma Garmin sur mon bureau, à prendre une Polar et puis à m'entraîner avec celle-ci parce que je sais que j'aurai des données plus consistantes dans ma plateforme Polar Flow que ce que j'ai sur Garmin Connect. Un petit test orienté quand même, cher ami. En l'occurrence, c'est comme ça que je fonctionne parce que j'ai acquis cette expérience de fonctionnement des différentes marques. Et puis, tu noteras qu'on a parlé de Suunto, Polar et Garmin, puis j'avais cité 4 marques. 4. Voilà, 4. J'avais dit 4. Et la quatrième, c'est Apple parce que je me rends compte au fur et à mesure des années où je teste l'Apple Watch qui sort chaque année en septembre que l'Apple Watch est quand même utilisé par un très grand nombre de sportifs. Même si c'est pas une montre qui a une vocation en première intention de sport,
sport. Il y a quand même énormément de gens qui veulent l'avoir comme montre connectée au quotidien parce que c'est une extraordinaire montre connectée quand on est dans l'environnement Apple. Et puis, elle propose des fonctionnalités sportives qui sont pas inintéressantes. Et Apple est quand même le meilleur fabricant de montres à cardio optique poignet que j'ai pu tester aujourd'hui sur le marché. Avec l'Apple Watch série 4, c'est de loin, mais vraiment de très très loin, la plus performante à ce niveau. On peut se dire que Garmin ou Polar, qui sont vraiment à la recherche scientifique du capteur le plus précis, parce que c'est leurs montres qui seront mises en avant pour la pratique sportive, mais ils se sont vraiment fait griller par Apple par rapport à cette technologie-là. Et l'entraînement, la mesure d'entraînement chez Apple et surtout la plateforme d'analyse est pas terrible, mais par contre, c'est vrai que c'est une montre qui est tellement large en possibilités que les gens la choisissent parce qu'elle va leur permettre de faire leur entraînement sportif, mais elle les accompagne tous les jours. Et c'est aussi une des premières montres que tu peux réellement prendre en mode autonome avec une puce 4G à l'intérieur et puis te débarrasser de ton smartphone tout en restant connecté. Garmin essaye avec la Vivo Active 3 LTE qui est sortie que aux États-Unis. Les autres marques ont même pas tenté le coup, mais ils y arrivent pas. Apple, ils ont la force de frappe et ils ont la porte d'entrée chez les opérateurs téléphoniques pour se permettre ce genre de choses. Donc voilà, ils ont quand même un certain contrôle du marché sportif, peut-être plus des sportifs occasionnels, voire des sportifs amateurs qui font ça pour rester en forme, etc. Peut-être moins de profils très axés performance, mais il y a quand même une large partie des gens qui utilisent cette montre-là. Oui, c'était une remarque que je voulais te faire. C'était, on parle aussi avec l'achat des montres, des plateformes qui vont avec. Pour autant que je sache, effectivement, la plateforme d'analyse d'Apple, elle est inexistante. Alors, il y a plusieurs applications. Il y a Apple Health, donc Apple Santé, qui permet de corroborer les données de l'Apple Watch avec d'autres applications. Si tu utilises MyFitnessPal, par exemple, pour enregistrer les repas que tu manges, ça va alimenter aussi tout cet écosystème. Il y a des inputs qui viennent directement du téléphone ou d'autres choses. Mais c'est vrai que les analyses d'entraînement sportif elles-mêmes, il faut utiliser des applications tierces pour pouvoir bénéficier vraiment d'une analyse pointue, parce que le fichier d'entraînement généré par la montre, l'Apple Watch, lorsque je fais de la course à pied avec l'application d'Apple, il est complet, mais par contre, l'analyse qui est faite, elle est un petit peu lacunaire dans l'application. Mais je pense que Apple, c'était pas leur priorité quand ils ont vraiment voulu développer l'Apple Watch. Maintenant qu'ils ont un petit peu plus de stabilité sur le marché, qu'ils vont devoir un petit peu élargir la gamme de fonctionnalités pour aller séduire d'autres clients, je pense que ça va gentiment arriver, qu'ils vont s'intéresser au monde des sportifs, parce que pour l'instant, ils ne l'ont pas vraiment adressé, pas en direct. Et puis, il y a un marché potentiel important pour eux, là. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tes entraînements que tu fais avec ton Apple Watch, qui génère un fichier, comme tu l'as dit, qui est complet, tu peux aussi remonter ça dans TrainingPeaks ou dans d'autres plateformes d'analyse? Oui, alors si on reprend le test de l'Apple Watch série 4 que j'ai fait sur nakan.ch, je dis comment j'ai utilisé une application tierce pour synchroniser mes entraînements réalisés sur ce travail, sur TrainingPeaks par exemple, ou pour les importer plus basiquement dans mon outil de comparaison de traces GPS pour pouvoir faire les comparatifs dont je parlais au niveau de la précision du cardio, du GPS ou autre. Et justement, là on est sur la partie technique, mais comment est-ce que quand tu réalises un test, comment est-ce que tu compares, comment est-ce que tu analyses la précision du capteur GPS ou du capteur de cardiofréquence-mètre? Ça c'est une question bonus. Il faut quand même faire attention dans le sens où tu peux pas avoir un capteur optique à côté d'un autre parce qu'il y aura une interférence entre les deux. Donc, tu peux tester au maximum 2 capteurs optiques, un sur chaque poignet. Si tu mets d'autres montres, elles doivent pas avoir le capteur optique activé parce que il va y avoir interférence si tu en as 2 sur le même poignet, par exemple. Mais quand j'ai une montre à capteur optique à gauche et une à droite, je peux avoir dans la main une montre qui est connectée à une ceinture thoracique et puis je vais pouvoir comparer la performance des 3 montres. La ceinture thoracique servant de référence parce qu'on sait qu'on a une précision qui est très très bonne sur les ceintures, qu'elles soient de chez Garmin, de chez Suunto, de chez Polar, il n'y a pas de différence. Et pour la partie GPS ? Alors pour la partie GPS, je compare les traces des différentes montres que j'avais avec moi et puis j'essaye de courir à des lieux où on voit clairement sur les images satellites la route sur laquelle j'ai couru qui sert de référence absolue parce qu'aucun GPS ne permet d'avoir une référence absolue en termes de précision.
Ah oui, et c'est vrai que j'avais lu un article sur nakan.ch que tu avais sorti un 1er avril, je crois, qui m'avait beaucoup plu, où tu parlais d'une précision du GPS au millimètre près. Ouais, au centimètre, je crois. Mais enfin, oui, c'était l'année passée, ouais. Ouais, ça a bien marché, hein. Les gens sont sortis avec leur GPS en disant dingue, ils ont mis à jour, je veux voir comment c'est précis. Ouais, c'était une belle blague du 1er avril. Voilà. Et sinon, une autre remarque sur l'Apple Watch, parce que tu disais que dans le marché, maintenant, ils ne sortent quasiment que des montres rondes. L'Apple Watch, elle est carrée? Eh oui, c'est une des dernières qui conserve son design carré et qui conserve encore son ergonomie à moitié tactile, à moitié avec une couronne rotative et puis à moitié avec un bouton compresse. Donc c'est un mix vraiment de tout ce qu'on rencontre sur le marché. J'ai publié il n'y a pas longtemps un article par rapport à ça sur le site nakan.ch qui parle de l'ergonomie qui a très peu évolué. C'est vrai que depuis qu'on a des montres GPS en 2001 jusqu'à maintenant, on a quasiment rencontré que des montres avec des boutons et c'est quelque chose qui a très peu évolué. Quand on a voulu mettre du tactile, en général, c'est devenu un fiasco et pourtant, Apple est un des rares exemples à avoir réussi une ergonomie sur une montre connectée en alliant le tactile, la couronne rotative qui était un concept nouveau quand l'Apple Watch est sorti et puis le bouton à presser donc qui a un petit peu uni ces différentes ergonomies en une seule montre. Oui, bon, voilà, c'est la puissance de frappe d'Apple et c'est une revolution. Mais C'était. Maintenant, il n'y a plus rien de révolutionnaire dans cette interface et elle a largement été reprise par différents fabricants. c'est vrai que moi, sur ma Garmin, j'ai une entrée de gamme, mais je note souvent qu'après une séance d'entraînement, si je bloque pas l'écran tactile, quand je vais prendre ma douche, elle s'amuse à clignoter dans tous les sens. Alors je ne sais pas si le tactile est mal calibré et du coup, chaque goutte d'eau lui fait croire que c'est mon doigt qui se balade sur la montre, mais c'est pas très agréable. Alors, ma conclusion dans l'article que je citais, qui est publié sur le site... Je suis un mauvais élève. Non, pas du tout. C'est que le tactile sur une montre de sport, ça ne peut être qu'un fiasco. Point. On veut des boutons, des couronnes rotatives ou des trucs qu'on manipule à côté de la montre, mais pas directement sur l'écran parce que c'est un fiasco. Tout simplement parce que les humains ont des doigts d'une certaine taille et puis quand l'écran est trop petit et puis que le doigt fait la moitié de la taille de l'écran, c'est juste pas possible d'avoir de la précision dans la manipulation d'un élément tactile. C'est tout, c'est mécanique. Ouais, je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve que ça marche très bien le tactile, je m'en sors très bien, sauf quand je vais prendre ma douche. Voilà, mais bon, c'est un problème récurrent pour les sportifs. La pluie, la douche, la natation en piscine, en eau libre, enfin bref. Ouais. Bref, du coup, tout ça pour répondre à la question, comment je choisis ma montre ? Bah oui, tout ça pour répondre à la question comment choisir ma montre. Donc, si on peut résumer un petit peu ce dont on a parlé, c'est déjà de faire un état des lieux sur les besoins qu'on a et qu'on anticipe avoir. Donc, vraiment essayer de lister, je vais faire telle pratique sportive, je veux l'utiliser dans telle situation, si c'est pour faire que du indoor dans un fit, si c'est pour faire de la course en extérieur, si c'est pour la mettre sur un guidon de vélo. Et puis ensuite, je vais devoir définir les fonctions que j'ai envie d'avoir. Est-ce que sur mon vélo, je veux mettre un capteur de vitesse, de cadence, de puissance? Est-ce que je veux aussi pouvoir l'utiliser en natation occasionnellement? Alors, est-ce qu'elle doit être étanche ou est-ce qu'elle doit aller jusqu'à avoir un profil spécifique pour la mesure en natation? Est-ce que je vais skier l'hiver? Est-ce que je suis intéressé aussi d'avoir un profil sportif qui me montre les remontées mécaniques et mes descentes en ski? Est-ce que j'ai envie d'avoir de la cartographie? Est-ce que j'écoute de la musique en courant puis je trouve sympa d'avoir ça dans ma montre? Est-ce que je suis un hermano en puissance puis que je vais tout payer avec ma montre une fois que j'aurai Garmin Pay à l'intérieur? Enfin bref, voilà. Tous ces éléments-là vont faire qu'on va faire une liste et puis qu'on va comparer les différentes montres du marché pour choisir la montre qui nous correspond le mieux et puis bien évidemment définir un budget, jusqu'à combien est-ce que je veux investir et puis en fonction de ça, on va faire notre sélection. Alors bien évidemment, moi je réponds volontiers aux questions qui me sont posées sur le choix de la montre. Je réponds toutes les semaines à 3 ou 4 personnes qui me demandent des informations, mais je vous en prie, chers auditeurs, chers lecteurs de nakan.ch, venez avec des informations sur votre pratique, sur votre budget et puis un petit peu sur ce que vous attendez comme montre. Si vous avez eu une expérience avec une montre par le passé, décrivez-moi ça en quelques phrases pour savoir ce que vous avez aimé, pas aimé, et puis pas que je vous propose une montre qui rentre exactement dans les travers de ce que vous n'avez pas aimé sur la précédente. Et moi, je compléterais par deux choses. Un, à côté de la montre, comme tu l'as dit, regardez les plateformes qui
vont avec, puisque maintenant elles sont complètement indissociables de la montre. Comme tu l'as rappelé, vous pouvez vous créer un compte gratuit sur toutes les plateformes des grands fabricants. Je pense à Garmin, je pense à Polar, je pense à Suunto, je pense à TomTom, je crois. Et comme ça, vous verrez déjà un peu le look and feel de la plateforme. Vous essayez de regarder si ça vous plaît, si c'est compréhensible ou pas. Regardez aussi les expériences que vous avez déjà eues avec d'autres montres, comme tu l'as dit. Regardez si vous êtes attaché à une montre ou à un état d'esprit en particulier. Et je pense qu'avec ça, on aura déjà bien fait le tour. Oui, avec ça, on va déjà pouvoir clairement cibler quelques modèles bien précis et puis de faire un choix après peut-être plus sur le look de la montre ou alors peut-être sur une fonctionnalité particulière ou alors peut-être juste sur une question d'autonomie ou la possibilité de pouvoir la recharger pendant qu'on fait un ultra trail. Enfin voilà, après ça se joue à des détails, mais vraiment les fonctions de base, il faut réussir à les lister, à les mettre sur papier avant de consulter le comparateur de Nakan.ch ou alors m'envoyer un mail pour choisir sa montre, aider à choisir sa montre. Et moi je dirais qu'en conclusion, avant même d'avoir choisi sa montre, vous devriez créer un compte gratuit ou payant si vous voulez, mais sur une plateforme qui permet d'agréger ces données. Comme on l'a dit, TrainingPeaks, Endomondo, Strava ou autre, pour la bonne et simple raison que le jour où vous allez vouloir changer de crèmerie parce que vous êtes fatigué de Garmin ou Polar ne vous intéresse plus ou vous trouvez que Suunto n'est pas très compréhensible dans sa plateforme ou dans son produit, eh bien vous ne perdrez pas toutes vos données. Et je parle en connaissance de cause. Oui, alors ça c'est un très bon conseil qu'on peut vraiment donner pour tous les utilisateurs de toutes les plateformes. On n'est jamais trop sûr que dans 3 ans on puisse exporter ces données de manière complète de chez Garmin, de chez Suunto, de chez Polar. On en a parlé et reparlé dans l'épisode sur la confidentialité des données. Épisode numéro 5. Parfait, quelle mémoire. Et donc du coup, effectivement, c'est un très bon conseil de tout centraliser sur Strava ou sur TrainingPeaks ou sur une de ces plateformes-là pour avoir un référentiel qui est indépendant de la marque pour l'avenir. Et bien sur ce, je pense, Grégory, que nous avons fait le tour. Bah oui, je crois que tous les conseils que je pouvais donner pour choisir sa montre GPS ont été abordés dans ce podcast. Exactement. Bon, malgré tout, si nos auditeurs ont encore des questions, et là je ne parle pas forcément des lecteurs de ton site qui peuvent t'envoyer des questions par mail, laisser des commentaires sur ton site. D'ailleurs, comme je l'avais fait, ce qui nous a permis de nous rencontrer et de partir sur l'idée du podcast. Mais exactement. Si on a des questions un peu plus précises, voire même envie de laisser un segment audio, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est très simple. On se connecte sur podcast.nakan.ch. Là, on arrive sur une page où il y a une piste d'athlétisme avec un micro en plein milieu. Et puis dessous, il y a 2 boutons. Et puis il y en a un qui dit nous poser une question. Et puis là, on arrive sur une page qui explique en détail ce qu'il faut faire pour nous laisser un message vocal à travers WhatsApp, à travers Telegram ou une autre application de messagerie. Et puis, ce message, il va nous parvenir. On va l'écouter. Et puis en fonction de la possibilité qu'on a d'y répondre sur un épisode complet, d'y répondre peut-être pendant une chronique à la fin d'un épisode ou alors de simplement répondre à la question à notre auditeur, eh bien, on fera ce qui est le plus adéquat, mais en tout cas, on laissera personne sans réponse à ces messages. En guise de conclusion, de fin, vous pouvez aussi aller sur la plateforme encore.fm qui maintenant appartient à Spotify, qui est la plateforme qui héberge notre podcast et vous pouvez laisser un segment audio. Et d'ailleurs, en parlant des plateformes de podcast, je vous le rappelle, laissez-nous des commentaires et des évaluations, même si vous n'aimez pas ce qu'on a raconté aujourd'hui ou si vous n'aimez pas globalement notre podcast, dites-le nous, ça nous permet de nous améliorer et puis peut-être de faire quelque chose qui correspondra un peu plus aux attentes de chacun. Voilà, mais aussi laissez un message si vous avez aimé cet épisode et si vous appréciez ce qu'on fait, parce que de se prendre des scuds, c'est bien, c'est constructif, mais des fois c'est aussi appréciable d'avoir des commentaires qui nous incitent à continuer sur en tout cas certains des aspects dans la même direction. Tout à fait. Et bien sur ce, Greg, je vais te souhaiter une bonne soirée et puis chères auditrices, chers auditeurs, j'en fais de même et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Mais oui, à dans 2 semaines, Hermano, au plaisir du prochain épisode avec un invité cette fois-ci. À plus tard, ciao. Ciao.